Bonsoir à tous et merci pour cette force que vous nous donnez, j'ai envie de dire, pour aller chercher l'information là où elle se trouve. Car dans cette émission, et oui, eh bien, cette émission sportive sur la 100 ans, une priorité est donnée aux jeunes avides de réaliser en quelque sorte un jour le rêve. Eh bien, ça se passe par d'abord les encadrements, les éducateurs et vous aussi parents. C'est pourquoi, eh bien, sur ce plateau, je reçois évidemment monsieur, je cherche son nom précisément, monsieur Fabrice Thierry, qui est le père de Maëlys Thierry James. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ici à Canal 10. Merci. D'accord. Et puis, Jean-Baptiste Ogassio, bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et nous attendons d'autres invités, mais qui ont été pris un petit peu dans un embouteillage, mais qui seront des nôtres d'ici quelques instants. On les attend. Alors, on va parler de tennis, évidemment, pour lancer un petit peu cette émission. Tennis, pourquoi ? Parce qu'avec nous, il y a Maëlys Thierry James, qui a 16 ans. Alors d'abord, ce que nous aimerions savoir, ce qui t'a amené à pratiquer le tennis. Pourquoi le tennis ? Alors, c'était vraiment par hasard. J'ai trouvé dans mon garage une raquette de tennis. Oui. Et j'ai commencé à m'y intéresser à l'âge de 8 ans. J'ai débuté au Lamentin pendant quelques années, et puis je suis partie aux Abîmes. Oui, alors tu es licencié avec le Sporting Club de Dugazon. Oui. Donc tu nous expliques en gros ce qui t'a amené à pratiquer cette discipline. Pourquoi justement cette discipline ? Comme je vous l'ai dit, c'est totalement par hasard. Il y avait personne dans la famille qui pratiquait, oui. À part mon frère à l'âge très jeune de 5-6 ans, mais il n'a pas continué. Donc c'était vraiment par passion, c'est toujours d'ailleurs, oui. Mais par hasard, vraiment pas de fibre dans la famille, non. Oui, parce que quand on regarde bien, d'abord, dans un premier temps, tu as intégré le CREPS Anti-Guyane. Tu étais en classe de 4e, c'est oui. ça ? D'accord. Et puis ensuite, tu as poursuivi tes études scolaires en passant par le SNED. Oui, le CNED, oui. Oui. Alors, justement, pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix du SNED ? Parce que le CREPS, c'est des horaires aménagés. Donc, c'est pratique quand on travaille en Guadeloupe et quand on joue en Guadeloupe. Mais maintenant, je fais des compétitions à l'étranger. Oui. Ce qui me fait manquer beaucoup de jours de cours en présentiel. Donc, je suis maintenant au CNED qui me permet de faire des cours où je veux, à la maison, peu importe l'heure, l'endroit. D'accord. Alors, pour nos amis téléspectateurs qui regardent, et Dieu seul sait combien vous êtes nombreux à regarder cette émission, le SNED, c'est tout simplement le Centre national d'enseignement à distance. Alors, quand on regarde ton palmarès, là, on va entrer dans le vif du sujet, ton palmarès, eh bien, tu es championne de la Guadeloupe U12, U16, et puis, évidemment, tu as participé encore à d'autres compétitions. Oui. Bon, alors, être championne dans ces différentes catégories, est-ce que ça a été pour toi difficile ? Rien n'est facile au tennis, comme dans un sport. C'est toujours des matchs importants, des matchs avec de la pression, parce que c'est quand même une adversaire qu'on connaît, qu'on côtoie au quotidien, donc c'est toujours une pression. Après, ça a été un grand bonheur de devenir championne en Guadeloupe 2 fois. Donc je suis très contente. Et puis non, ça n'a pas été facile. C'était comme tous les matchs difficiles, mais je suis contente. Ah oui. Et puis, justement, tu as participé au championnat à Roland-Garros aussi. Oui, c'était exact. Alors, c'est en quelque sorte un vrai rêve pour toi. Oui, c'était un rêve de jouer à l'endroit où tant de professionnels ont joué. En plus, j'ai joué sur un terrain où beaucoup de Français ont joué à Roland-Garros cette année-là. Et c'était le championnat de France, hein ? Oui. Et j'ai joué quelle année déjà ? Cette année, en 2023. J'ai joué contre une des meilleures du tournoi. Je me suis inclinée au premier tour, mais ça a été une expérience très particulière qui m'a marquée. Donc. Oui. Alors, justement, quand on est dans cette enceinte, quand on est justement à Roland-Garros, on se sent comment ? On se sent privilégié parce qu'on joue à un endroit où il y a beaucoup de professionnels qui en sont passés par là, qui ont vécu les mêmes sensations que nous. Oui. Donc c'est particulier, c'est un rêve, mais c'est génial. Championne Anti-Guyane, exactement. Oui. Au mois de juin dernier, là encore, ça a été Ça a été comme différent de ce que j'ai vécu, parce que c'était pas en Guadeloupe, c'était en Martinique, c'était particulier. J'ai joué des filles que je connaissais pas, pour le coup. Donc ça a été intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé participer dans ce cadre en Martinique. L'ITF Saint-François aussi ? Oui. D'accord. C'était ma seconde participation à cet ITF. Donc c'était
à domicile, on va dire. C'était pas dans mon club, mais c'était en Guadeloupe. Donc un peu de pression puisqu'on joue quand même pour remonter la Guadeloupe. J'ai eu le bonheur de pouvoir aller dans ma première finale en ITF en double. Et premier tour malheureusement en simple, mais c'était mon premier titre en ITF, donc ça a été génial. Alors, je vais tout à l'heure m'adresser à papa qui est juste à côté de toi, mais je veux continuer un petit peu avec ton palmarès, tout ce que tu as fait, puisque là tu reviens du Maroc, justement. Oui, alors, pourquoi le Maroc? Maroc parce que c'était pas très loin de Paris, pardon. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà été là-bas, et puis c'est un niveau qui est, on va dire, un peu moins élevé qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est quand même compliqué, donc ça nous permet de voir d'autres personnes, d'autres types de jeux, de voir des beaux endroits aussi, parce que le Maroc, c'est un pays que je ne sais pas du tout. Et j'en ai fait 7 ITF, j'ai fait ma première demi-finale en simple, et voilà, donc ça m'a permis de rencontrer différentes joueuses avec différents styles de jeu et de prendre l'expérience. Fabrice Thierry, c'est vrai que je suis content que vous soyez sur le plateau avec nous. Merci. Pour parler un petit peu, disons, le parcours de votre fille. D'abord, je dois aussi signaler à nos amis téléspectateurs, vous-même, vous êtes un athlète, puisque vous avez participé à des compétitions de demi-fond, notamment aux 1500 mètres, aux 3000 mètres et encore aux 5000 mètres. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, il y a la fibre déjà. Et en plus, la maman de Maëlys, si je crois bien, c'est une compétitrice aussi, puisqu'elle fait quasiment demi-fond. Ouais. Vous avez aussi un fils, justement, qui est quelqu'un de très connu aussi dans le milieu nautique, oui, en Guadeloupe, dans la natation. Il est très connu, puisqu'en natation sur les longues distances, il a eu de très bons résultats. Il a représenté la Guadeloupe dans les meilleures compétitions ici, Jeux des îles, Carifta. Il a eu des médailles dans ces deux compétitions-là. Donc, effectivement... Maëlys et mon fils Maë évoluent depuis tout jeune dans la famille du sport. D'accord. Alors, il y a un investissement personnel. D'ailleurs, c'est un petit peu le but de cette émission, c'est pour que vous puissiez expliquer aux amis téléspectateurs les difficultés que vous rencontrez justement lorsqu'on a un enfant qui pratique une discipline sportive, toutes les difficultés que vous rencontrez dans son parcours. Alors pour Maëlys, parce que pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, j'imagine que vous investissez pleinement. Oui, c'est un investissement de tous les jours. En fait, le tennis à ce niveau-là, il faut que ce soit un projet familial. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit pleinement investi. C'est-à-dire qu'il faut la famille au grand complet. Oui, voilà, la famille au grand complet. C'est-à-dire que les déplacements, vous voyez, il faut qu'on va, parce que si on veut évoluer au niveau des meilleurs, il faut parcourir, il faut aller chercher des points, parce que voilà, quoi, chaque match, chaque tournoi rapporte des points, donc on doit aller chercher des points. Et hélas, il y a un tournoi en Guadeloupe, un tournoi à Martinique pour avoir ce niveau-là, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'elle est partie au Maroc, là, parce qu'il y avait plusieurs tournois qui se succédaient, donc elle est restée 2 mois. Sur le Maroc. Et puis là, ensuite, on va repartir en janvier, certainement, dans un autre pays africain, le Kenya, etc. Parce que c'est souvent là-bas où il y a, pendant 1 mois ou 2 mois, 3, 4, 5 tournois qui se suivent. Donc on n'est pas obligé de reprendre l'avion, de rechanger, etc. Alors, investissement personnel, investissement de la famille, et il y a aussi un investissement financier. Oui, c'est le nerf de la guerre un petit peu. Moi qui faisais de la course à pied, il n'y avait pas un investissement financier énorme, une paire de baskets, et puis on faisait quelques stages qui coûtaient un peu d'argent. Mais ce n'était pas ça le gros problème, c'était le temps. Mais là, effectivement, c'est un investissement financier qui est important. C'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de partenariats, de bonne volonté, de mécènes si on peut, des sponsors. Donc voilà, ça on la laisse tranquille là-dessus. C'est nous parents qui essayons de faire le mieux pour elle et de chercher des aides, le maximum d'aides. Les institutions au plan local, est-ce qu'elles vous accompagnent? L'année dernière, la région nous a aidés. Là, on a déposé le dossier, on est en attente d'une réponse. Comme les résultats ont été bons, donc on espère qu'ils vont continuer à nous suivre, on n'en doute pas, et même si on peut réévaluer un petit peu l'aide, ce serait très bien. Et puis le département, on a sollicité le département qui nous a... c'est en bonne voie, on n'a pas eu encore la réponse définitive, mais je pense que c'est en bonne voie. Mais il ne faut pas se cacher, on sait bien, franchement, on les remercie énormément de nous suivre.
Mais bon, on essaye de trouver des partenaires privés aussi pour que, voilà, qu'elle puisse vivre son rêve, sa passion et puis atteindre les objectifs, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même 2 objectifs. Premier objectif, d'abord, réussir ses études, ça c'est sûr. Tout à fait. Et le deuxième, c'est le sport. Voilà. Est-ce que tu arrives à combiner les deux? Ça prend beaucoup de temps d'autonomie parce que le CNED, c'est vraiment de travail tout seul, sans professeur, avec seulement des cours en PDF qu'on parcourt tout seul. Donc, j'ai la chance d'avoir des amis qui y sont aussi, donc on peut s'entraider en parlant des cours. Je prends des cours particuliers quand je suis ici ou en visio à l'étranger. Mais faut être sérieux parce que si on rate un jour, 2 jours, on est tout en retard. Et il faut avoir des horaires qu'on prévoit à l'avance, un entraînement le matin, un cours, un entraînement l'après-midi, un cours. Donc c'est sérieux, c'est possible, mais il faut le faire quand même. Tu parles de sport comme si tu rêves justement la discipline. Franchement, avec autant de passion, ça c'est formidable. Merci. C'est formidable. Alors quand on regarde le classement, tu es actuellement au plan mondial, sur la centaine mondiale junior, 1800e. Oui. Ça t'effraie un petit peu ou pas, ce classement, ou est-ce que c'est rassurant? C'est un de mes meilleurs classements. Je pense que c'est pas je pense que je peux faire mieux. C'est sûr que passer le cap des 2000, c'est important. C'est quelque chose qui fait du bien au moral, qui fait du bien, parce qu'on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Et j'espère bientôt pouvoir passer un cap au-dessus encore. Bah oui, ça c'est le plan mondial, mais tu es 2-6 au plan français. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un bon classement pour toi au plan français. Oui. C'est mon meilleur classement pour le moment. J'essaie maintenant d'aller chercher celui au-dessus encore pour toujours m'améliorer, mais oui, c'est super. Une journée pour toi, ça se passe comment? Ça se passe, je me réveille vers 7-8 heures. Je travaille environ 2 heures. Quasiment tous les jours, c'est pareil? Oui. Y compris le week-end aussi? Oui. D'accord. Je vais travailler un peu mes cours parce que j'ai le bac de français à la fin de l'année quand même. Après, je m'entraîne 2 heures. 1h30 de physique, donc ça passe du sprint ou de la muscu ou natation aussi pour renforcer un peu tout ça. Et de la natation? Oui, d'accord. Après je fais une pause le midi pour manger, je travaille encore un peu et puis en entraînement encore, et puis le soir je travaille encore un peu à l'école et puis voilà. Mais Fabrice, c'est véritablement un planning de professionnel. Ah oui, là on se rapproche vraiment. Je veux dire, même moi, je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais 8, 9, 10 fois par semaine, mais c'était moins dense que ce qu'elle pouvait faire, hein, ça c'est sûr. Hein, ça c'est clair, c'est vraiment... il faut être très organisé, comme elle a dit, Maëlys, il faut être très organisé. C'est-à-dire que si il y a 2-3 jours où on ne travaille pas, tout ce qui est scolaire, ça risque de poser... elle a toujours peur de ne pas rendre le nombre de devoirs, d'être en retard, etc. Mais il faut vraiment être très organisé. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est à peu près 4-5 heures d'entraînement par jour. On va dire 5 jours et demi, pas par semaine. Et puis, mais tous les jours, il faut travailler au moins 3-4 heures scolaires. Donc voilà, mais il faut être très autonome, très organisé. Mais si on l'a laissé aussi, parce qu'on l'a laissé faire le choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu imposer, on n'a pas voulu lui dire, bon maintenant il faut que tu ailles au CNED. C'est venu petit à petit, on s'est rendu compte que pour l'organisation, pour les déplacements, on grignotait sur les vacances scolaires, mais ce n'était pas suffisant. Et puis c'est venu d'elle. Elle a dit non, moi je veux vivre vraiment en tout cas à fond, mais on savait aussi qu'au niveau scolaire, c'est une très bonne élève. Et donc on savait qu'elle avait la possibilité d'être autonome et de travailler. Donc sincèrement, je lui tire mon chapeau même tous les jours parce que je vois l'investissement qui est fait et c'est vraiment bien. Jean-Baptiste, justement, qu'est-ce que cela t'inspire, toi? Les motiver, elle est décidée, où est-ce qu'elle veut arriver. Mais je voulais savoir, lors de tes déplacements, est-ce que tu as un entraîneur, ou comment ça se fonctionne, un entraîneur attitré, ou si c'est avec papa, si par un partenaire, comment ça se passe en fait? Alors, je pars en général avec mes parents, enfin, je parle tout avec mes parents, ma mère ou mon père. Là, ces derniers temps, je suis partie avec une amie à moi, qui est au PNL aussi, mais elle vit en France. Donc, on est partis à 2, donc ça nous permet de taper à 2, comme ça, on peut toujours quelqu'un pour jouer. Ce qui est bien une c'est qu'on peut taper avec des joueuses qui font le tournoi aussi, donc on peut jouer avec elles, avec leur coach aussi, du coup c'est intéressant puisqu'on a les retours des coachs et des joueuses.
Mais non, je pars avec mes parents et parfois d'autres joueurs, mais ça reste rare. C'est une motivation pour toi, et ça, c'est franchement, avant de te redonner la parole, Jean-Baptiste, c'est une motivation pour toi, le fait que tes parents soient à côté de toi? Oui, c'est bien parce que j'aime bien les avoir près de moi plutôt qu'un coach, ou voilà, mais j'aime bien avoir mes parents, oui, c'est motivant. Maintenant, tu as un coach quand même personnel qui te donne un programme, même s'il n'est pas en déplacement avec toi, mais au moins qui te donne un programme que tu peux suivre. Oui. Alors moi, je m'entraîne en général en Espagne, donc j'ai un coach là-bas, mais je m'entraîne aussi en Guadeloupe. Donc j'ai un coach ici qui me donne des programmes physiques, des programmes tennis, et voilà. Alors, au niveau de la Fédération française, quel regard, justement, qu'ils ont de par ta prestation, de par tes performances, comment ça se passe pour toi? Je ne m'entraîne pas à la Ligue en France, j'ai pas vraiment de retour avec eux. Enfin, non, pas de... Ouais. Non, parce que Fabrice Thierry, de par son parcours, de par tout ce qu'elle fait, moi j'aimerais savoir si tout de même au niveau de la Fédération française, ils ont un regard sur elle. On a très peu de contacts avec la Fédération française de tennis. Non, mais en fait, ils s'occupent vraiment de la crème, tout ce qui est tout au-dessus. Mais voilà, dès qu'on est dans les... parce que là, Maëlys, dans sa catégorie d'âge, elle est dans les 30 meilleures françaises. Mais ils s'occupent vraiment de la crème. Et même certains qui sont extrêmement bons, même dans les meilleurs français, ils ne sont pas forcément suivis par la Fédération française de tennis. Ils sont dans les académies, dans les grosses académies, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. Mais on n'a pratiquement aucun contact avec la Fédération française. Est-ce que tu as un modèle de joueuse qui t'inspire un peu? Oui, moi c'est Sabalenka et Nadal, parce que pour moi c'est l'icône du tennis, la motivation, l'abnégation. Et là il va revenir, d'ailleurs j'ai très hâte qu'il revienne en janvier, parce que ça montre qu'il a une force de caractère, quand même une force mentale qui est exceptionnelle. Tu as connu Margaret Court de nom? Oui. Mais tu sais que c'est la meilleure de tous les temps, avec 24 grands chelems de remporter devant Serena Williams. Elle est même meilleure que Djokovic. Donc c'est quand même un véritable monument, cette dame. C'est une grande personne, grande personnalité, justement, dans ce milieu. Et toi, franchement, à t'entendre, on a comme l'impression que tu as envie de te réussir sur la plus haute marche, quand même, de la discipline. Oui. Mais là, il y a du boulot. Ça reste du travail. C'est pas pour tout de suite. Ça reste un travail qui reste quotidien. C'est vraiment sur le long terme. Alors à court terme, c'est quoi ton objectif le plus proche? Je pense c'est peut-être participer tout simplement au tournoi international de Petit-Bourg, non? Oui. Il y a déjà ça. J'ai la chance d'être invitée au tournoi professionnel, donc ce sera mon premier. Et ensuite, donc, prendre des points pour monter encore en classement français. Et après, j'ai des tournois juniors en Afrique. En Afrique du Sud. Ouais. Donc le but, c'est de monter en national, en mondial. Et puis après, tu envisages peut-être d'aller dans une grande université aux États-Unis? Oui, voilà. C'est ça. Oui. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs, justement, qui, pour parfaire un petit peu leur préparation, s'orientent là-bas, c'est-à-dire études et également le sport. Et c'est ça, vraiment ton objectif? Oui, c'est l'objectif principal. Et papa, évidemment, adhère totalement à cette idée, papa. Non mais bien sûr, parce que c'est aléatoire le sport, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est très concurrentiel, le niveau est très homogène, et puis on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, donc les études sont très importantes. Et c'est vrai que le modèle universitaire américain permet de concilier justement le sport de très haut niveau et avoir des diplômes reconnus internationalement. Donc le but c'est vraiment ça, et puis après, une fois le diplôme en poche, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on peut toujours envisager une carrière professionnelle qui va se poursuivre ensuite, quoi. Mais les études sont très importantes. Et c'est quoi aujourd'hui ta fierté? C'est de pouvoir peut-être représenter dignement la Guadeloupe là où tu vas, c'est ça? Oui, voilà. Parce gros, que ça, ta fierté. Dès que je dis d'où je viens, on me demande où c'est ou comment j'ai fait pour venir jusqu'ici. Donc c'est vrai que
c'est particulier de venir de Guadeloupe, c'est une fierté. Et c'est un honneur chaque jour de pouvoir jouer avec les coureurs de la Guadeloupe. D'accord. Merci en tout cas d'avoir participé dans cette émission. Merci. On va se retrouver d'ici quelques instants. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Et nous sommes en deuxième partie de cette émission, à savoir C'est le foot, votre émission en quelque sorte. Et nous sommes heureux qu'ils aient pu arriver justement pour commencer cette deuxième partie d'émission. Alors, c'est tout simplement Gilles Julan, qui est le directeur sportif de La Roger. Bonsoir. Et qui n'est pas venu seul, puisque lui, il y a à côté de lui Sébastien Cyril, qui est responsable de la préformation. Il est entraîneur également des U17. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, avec deux joueurs qu'on entendra parler d'eux certainement. Eh bien, il s'agit donc de Ryan Anani, joueur U17. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Content que tu sois sur le plateau de Canal 10. Oui, ça fait plaisir. Il y avait le grand Anani qui jouait au foot. Qu'est-ce qu'il y a toi? Mon grand cousin. Ton grand cousin? Oui, Ah oui, d'accord, tu vas être comme lui, hein? j'espère. Et tu seras comme lui, ne te fais pas. Et puis il y a Marc Tayamutu. Mike Tayamutu. Oui, D'accord. Toi, tu es U17 aussi. oui, moi. Et on parlera de tout cela d'ici quelques instants, parce qu'il y a plein de choses à dire concernant cette équipe de la OJ. Déjà leader en ce qui concerne la régionale 2, mais il y a quand même l'école de foot. Il y a des choses à voir. On en discutera d'ici quelques instants. On revient avec, justement, avec Maëlys. Avant de conclure, tu me disais justement, tu veux intégrer une académie là-bas aux États-Unis, d'accord? Et pourquoi cette intégration? Parce que tout le monde connaît le rêve américain. C'est quelque chose qui m'a bercé depuis mon enfance. Donc c'est vraiment un rêve pour moi d'aller là-bas et puis ça me ferait très plaisir. Oui, très plaisir d'aller là-bas. Oui. D'accord. Tu as une idée déjà de ce que tu veux faire demain? Est-ce que tu veux être, disons, un tennisman professionnel? Moi, le premier chose, c'est d'aller aux États-Unis faire la fac là-bas. Professionnel, pas forcément. C'est pas l'objectif premier, mais pourquoi pas, si j'ai la chance. D'accord. Et en dehors du tennis, on peut envisager, tu as peut-être envisagé déjà une carrière? Oui, moi, je suis plus sur le droit, des affaires, mais voilà, c'est en second plan pour le moment. D'accord. Mais il faudra compter sur papa, parce que lui, tu as entendu comment qu'il t'a dit qu'il va t'accompagner, que la famille, d'une manière générale, va t'accompagner. Mais franchement, je veux dire, Fabrice Thierry, quand on a un enfant comme ça, aussi déterminé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'elle continue comme ça, on essaie de l'accompagner, mais qu'elle garde cette motivation, qu'elle croit en elle, dans le sport, dans tous les sports, hein, c'est quelque chose qui est primordial, donc elle croit en elle, et voilà, qu'elle vive sa passion. Nous, on est là pour l'accompagner, pour la mettre dans les meilleures dispositions, pour qu'elle réussisse sa carrière sportive et professionnelle aussi. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation pour toi. Et puis je reste persuadé à ton retour de l'Afrique du Sud, eh bien tu reviendras sur le plateau de Canal 10 pour nous parler un peu de tes performances, tout ce que tu as pu réaliser là-bas. Merci encore. Merci. Le football maintenant, puisque vous le savez, il y a eu le 8e tour de la Coupe de France, le CSM qui s'est qualifié pour les 32e. Et puis au terme de cette rencontre, eh bien, il fallait quand même recueillir les impressions, surtout la joie des joueurs et des encadrants en ce qui concerne le CSM. On va commencer avec Pascal Sylvestre. Pascal Sylvestre, qui est l'entraîneur adjoint de cette équipe du CSM. Écoutez sa joie. Franchement, il fallait cette victoire et vous êtes allé la chercher carrément comme il le fallait. Oui, c'est un match que nous savions qui s'annonçait très difficile. Il y a quand même un niveau d'écart entre nous. Et avec un ferveur, avec leur motivation, nous avons fait jeu égal avec cette équipe. Et nous les avons emmenés là où nous souhaitions les emmener, c'est au tir au but. Et avec la chance, nous avons réussi à inscrire nos tirs. C'est franchement exceptionnel ce qui se passe chez nous là. Et l'aventure continue pour le CSM. C'est historique pour le foot guadeloupéen, en tout cas de mémoire. Mais oui, le CSM ira en 32e de finale. Super. Merci. On peut comprendre justement cette joie qui anime et qui habite aussi justement cet entraîneur adjoint, à savoir Pascal Sylvestre. Mais l'homme, celui qui a donc donné la victoire en quelque sorte à cette équipe,
d'abord, qui a égalisé à la suite de penalty. Je veux parler de Vic Cassier, mais c'est véritablement l'une des pièces maîtresses de cette équipe du CSM. Écoutez. Vicas, comment tu expliques justement déjà cette victoire et surtout cette qualification? On va dire que c'est un travail de longue haleine, puisque ce n'est pas la première fois que le CSM arrive à ce niveau de la compétition. On avait des joueurs d'expérience qui ont appris de ces matchs-là ça. Et puis, sous 90 minutes, on a donné tout ce qu'on avait avec l'appui des supporters. Et l'aventure continue. L'aventure continue et c'est beau, c'est beau. Oui, représenter la Guadeloupe au 32e de finale, il fallait le faire. Et c'est une première en quelque sorte pour cette équipe du CSM. Lui, il était capitaine de cette équipe du CSM, Willis Francillon, lui aussi heureux au terme de cette rencontre. Regardez. Alors Willis, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'était l'objectif du début de saison. Là, c'est fait. Là, on va aller là-bas. On verra ce qu'on nous donne. On va encore jouer le coup. C'est vrai que ça a été dur, mais il fallait quand même qu'il y ait la victoire. Ah, ça a été très dur. C'est là où on voit que ça change de nos matchs de samedi. Mais on a quand même on les a tenu tête et c'est la victoire. Ok, merci. Oui. Alors vous, messieurs, quand vous avez regardé ce match justement dans votre écran, quel est votre sentiment? Je vais commencer avec toi d'abord, Gilles Julan. Déjà un sentiment de fierté. Oui. Donc une équipe guadeloupéenne arrive à passer ce tour et en gagnant une équipe nationale de ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, le CSM reste un modèle. Hein. Chaque fois que j'ai des discussions avec Richard Albert, c'est vraiment une bible et vraiment un exemple à suivre par rapport à ce genre de compétition qu'ils arrivent à appréhender toujours de la meilleure des manières. Et surtout, un modèle dans le fait de rester à ce niveau, mais avec une longévité, une constance. Et effectivement, notre club de l'AOG, qui est un club qui a 20 ans, c'est pour nous un exemple à suivre, un modèle à suivre. Et pour peut-être arriver à cette constance dans la réussite qu'a le CSM aujourd'hui. Donc ça, c'est le CSM. Maintenant, on va parler de l'AOG, puisque vous êtes venus pour ça. Alors, l'AOG, j'ai remarqué quelque chose depuis 2018. Il y a un grand changement, un très grand changement dans votre organisation. Comment expliquer justement ce qui se passe actuellement avec cette équipe qui est en train de s'inscrire dans le football guadeloupéen? En fait, c'est très simple. Je ne dirais pas un grand changement, mais une nouvelle dynamique. C'est vrai qu'en 2018, nous sommes arrivés au club, nous avons proposé un projet. Je dis nous, moi peut-être en tant que directeur sportif, mais avec Sébastien Cyril, avec Florent Argence et Hugues Delabarde, qui est le président du football. Donc on va dire que nous sommes quand même assez jeunes dans le paysage du football guadeloupéen. Mais nous avons été très bien accueillis par le comité du club qui a voulu avoir ce second souffle et nous a fait confiance. Et effectivement, depuis 2018, nous avons un peu réorganisé, restructuré de l'école de foot jusqu'à l'équipe senior que nous avons carrément reconstruite, puisqu'en 2018, il y a eu une descente. Et après cette descente, il y a eu 16 départs. Donc il fallait repartir de très loin. Donc nous avons commencé par quoi? Nous sommes tout d'abord nous-mêmes allés nous former. C'était pour nous important. On avait des lignes directrices, c'est-à-dire la formation des jeunes. Et la formation, ça s'est passé où? En Guadeloupe, nous avons suivi les formations de la Ligue guadeloupéenne de football sous les conseils de Franck Louis. Oui, moi je suis arrivé jusqu'au BEF l'année dernière. Le premier BEF anti-Guyane qui a eu lieu en Guadeloupe l'année dernière, dont j'ai été lauréat. Mais nous avons commencé au départ par les certificats fédéraux. Avec Chamfort aussi? Avec Manuel Chamfort qui était avec le CSM pour la victoire en Coupe de France. Et donc, effectivement, nous voulions accentuer sur la formation des jeunes, mais pour bien former les jeunes, il fallait bien former les éducateurs, donc déjà en recruter et aussi les fidéliser. Alors, on les a fidélisés justement par ce parcours de formation qu'on leur offrait, dont on leur offrait l'accès.
Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une école de foot où nous avons tous nos éducateurs qui sont diplômés et ou du moins ont le diplôme qui correspond à la catégorie qu'ils entraînent. Donc du coup, ça nous donne beaucoup plus de crédibilité et on a un travail qui est beaucoup plus structuré et organisé. Tout ça sous couvert du comité du club qui nous donne les moyens, de la mairie de Goubert qui aussi nous soutient, nous accompagne, puisque toutes les installations nous sont mises à disposition. Et ça nous permet sincèrement d'évoluer de la meilleure des manières, surtout que ce n'est pas facile dans le bassin bastérien, puisque on a des écoles qui se ferment, on a une perte d'enfants, et on a la concurrence aussi des autres sports et des autres clubs, même si je dirais entre guillemets la concurrence des autres clubs, puisque bon, on est toujours en totale amitié avec les clubs de la région. Mais ça fait que c'est un travail de longue haleine pour pouvoir avoir des jeunes avec nous, augmenter le nombre de jeunes, faire un travail de qualité et gagner de la crédibilité auprès des parents qui nous font confiance tous les jours. Oui, parce que toi aussi, Sébastien Cyril, dont toi tu es responsable de la préformation. En gros, ça veut dire quoi? En fait, quand on parle de préformation, on est sur les U15. Oui. Tout ce qui est après le foot animation. Donc, on commence à rentrer vraiment... parce que le foot animation, on est quand même un petit peu poussé, on pousse le gars même un petit peu vers le loisir. Enfin, il a le choix entre le loisir et ceux qui sont encore un peu plus intéressés, à pousser un peu plus loin. Et on essaie de les accompagner, en fait, en leur donnant une structure et en les accompagnant sur le foot à 11. Oui. Donc c'est ça. Donc la préformation, voilà, on commence le grand terrain. Donc on termine le jeu sur moitié de terrain ou sur des zones un peu plus petites. Et on passe sur le grand terrain. Donc on doit commencer à rentrer dans la tactique et les préparer à évoluer vers les catégories supérieures. Et justement, nous, dans le projet, c'est de les emmener le plus rapidement possible vers les seniors. Et les jeunes, justement, les tout jeunes, quel regard vous avez sur eux? Je m'adresse à toi, Julian. Quand tu parles de regard, c'est-à-dire je veux dire, justement, pour les amener à prendre conscience, parce que ce sont quand même des gamins, je parle des jeunes, ceux qui font partie de la catégorie U6, U13, par exemple, parce qu'il faut les amener à quelque chose. Nous, déjà, on leur offre la possibilité de s'épanouir, de prendre du plaisir dans une activité sportive et de pouvoir aussi progresser. Dans le foot animation, il n'y a pas cette pression qu'il y a dans le football senior ou dans le football peut-être aussi après la préformation. C'est vraiment que les enfants puissent s'amuser, prendre du plaisir et puis aimer le foot. C'est là qu'on va pouvoir déterminer si un enfant va vraiment continuer dans cette discipline ou pas. Donc tout est fait pour qu'il puisse s'épanouir dans sa discipline. Ensuite, lorsqu'on arrive maintenant dans les catégories U13, U15, U17, là on commence vraiment à les perfectionner. C'est aussi les périodes où les jeunes peuvent rentrer dans des structures comme le Pôle Espoir ou le COFA ou les différentes classes, on appelle ça les CPS, les différents centres de préformation. Donc là, ça devient déjà un travail plus concret et plus accru. Mais tout ce qui est foot animation, on est vraiment dans prendre du plaisir, l'amusement, apprendre par le jeu. Voilà. Oui, on va voir quelques images concernant d'ailleurs ces jeunes, ces tout jeunes qui sont justement dans cette discipline. On va voir ça à l'écran. Mais là, je vois justement un groupe, par exemple, qui sont là, ce sont les tout petits, hein. Voilà. Donc, oui. On commente ça un petit peu. Donc là, c'était sur un plateau U7, U9. Je crois que c'est le stade de Saint-Claude. Donc c'était organisé par le club de Fumerolles. Et c'est justement les premières rencontres, les premières fois où ces petits peuvent avoir des matchs, se rencontrer entre eux et puis mettre en pratique un peu ce qu'ils ont vu à l'entraînement. Mais comme on le dit, surtout à cet âge-là, prendre du plaisir. C'est le plus important. Là, on est déjà sur cette photo sur
catégorie U13 et U15, donc qui concerne plus... Avec Anani, là. Voilà, là on voit Léry, qui est encore en activité, le joueur en activité. Et justement, ça peut montrer que les éducateurs que nous avons au club sont tous des anciens joueurs qui ont souhaité s'intégrer dans ce processus de formation. Donc, effectivement, là, nous avons la catégorie 13. Là, Florent Argence, qui est l'entraîneur adjoint des seniors, mais aussi préparateur physique, et qui a en charge la catégorie U15. Donc, voilà. Alors, Ryan, bah oui, moi, je m'adresse à toi parce qu'on m'a dit tellement de bien te concernant, que tu es un joueur qui a énormément de qualité. Et quand tu vois ces images, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Qu'est-ce que ça te dit? Moi, que du plaisir, parce que j'adore le foot depuis petit. Donc, quand je vois ces images, c'est que du plaisir et de la joie. Oui, alors, donc toi, tu fais partie de la catégorie U17. Bon, déjà, tu es quand même jeune footballeur, mais assez aguerri. Oui, si on peut le dire. Oui. Tu joues à quel poste? Piston. Ouais, piston. Tu laisses rien passer derrière? Non, ouais. Ah ouais, d'accord. Jean-Baptiste? C'est bien, c'est piston, ça veut dire qu'il a du coffre. Ouais. Non, mais c'est vrai que du côté de l'AOG, je suis un petit peu ce qu'ils font, parce qu'ils mettent tout en image sur les réseaux. Et je vois qu'il y a un travail qui se fait, ça bouge bien, donc c'est super. Au moins déjà, il y a des joueurs comme les Léry et autres qui ont vécu. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la transmission, voilà. Donc il n'y a pas meilleure transmission que ça. Ça c'est bien. Donc c'est du bon taf. Je vois qu'il y a des joueurs qui sont du lot, et des joueurs qui sont Paul aussi, je crois, de chez vous. Justement, Ryan est au Pôle, voilà. Au Pôle Espoir. Ouais. Et il ne l'a pas dit, mais Ryan, sur les 9 matchs seniors cette année, il en a joué 8 en tant que titulaire. Donc et Mike en a joué 3, je crois. Donc ils sont déjà intégrés, on commence déjà à les intégrer dans l'équipe senior. On le dit souvent, le joueur qui ne parle pas beaucoup, il faut toujours se méfier. C'est un petit peu son cas, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Mais je sais, j'ai eu les informations, je sais quand même... d'ailleurs, il l'a dit, piston, donc il sait de quoi il parle, quoi. Et quant à toi, Mike, alors toi, bon, tu joues à quel poste? Moi, je peux jouer 6, défenseur central, pas défensif. Uniquement au niveau de la charnière défensive. Voilà. Mais en position d'attaquant, pas vraiment ton point fort. Je peux jouer aussi, mais je peux encore essayer. D'accord. Avant, j'étais attaquant. Ouais, alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce club de l'AOG? Déjà, ça fait combien de temps que tu es avec ce club? J'ai commencé dès 3 ans. Dès l'âge de 3 ans? Oui. D'accord. Ok. Alors, dans cette émission, l'idée, c'est quoi? C'est de donner un petit peu la priorité à tout le monde, de donner la priorité aux joueurs, de donner la priorité aussi aux éducateurs, et surtout de voir à long terme ce que l'on peut amener aux gamins qui voudraient peut-être au demain faire une carrière professionnelle. Ça, on peut comprendre. Selon vous, messieurs, et là je m'adresse déjà à toi, pourquoi pas Gilles, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faut vraiment donner à ce gamin-là pour qu'il puisse, je ne sais pas moi, disons, réaliser son rêve? Alors, pour moi déjà, ça serait déjà pas se focaliser que sur ça, parce que beaucoup de gamins font l'erreur de ne penser qu'à embrasser une carrière professionnelle. Oui. Et des fois, c'est au détriment de tout ce qui est école ou autre. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Donc, il faut aussi... Nous formons des footballeurs, mais nous formons aussi des hommes de demain. Et on doit quand même leur faire comprendre qu'il faut qu'ils aient aussi un bagage au-delà du foot, parce que c'est très aléatoire. Il n'y a pas beaucoup d'élus et il y a de l'exigence. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire au niveau de notre club, c'est vraiment augmenter le niveau d'exigence, leur faire comprendre qu'il y a une certaine rigueur, une certaine assiduité et des efforts à fournir pour pouvoir passer à ce niveau-là. Et quand on voit de toute façon, ils sont dans le bain maintenant, je vois dès la catégorie U11 où il y a des centres de perfectionnement.
Donc dès la catégorie 11, ils savent que il y a déjà des tests qui sont faits pour savoir si on intègre ou pas le centre de perfectionnement. Il y a des tests techniques, il y a un niveau requis à avoir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les préparer à arriver à ce niveau-là et à intégrer déjà les centres de perfectionnement de la Ligue pour pouvoir peut-être après prétendre à entrer au pôle et pourquoi pas au CFA. C'est ce qu'on avait fait justement lorsque nous venions d'arriver avec la génération de Ryan, où on a pu, avec cette génération-là, avoir 3 enfants qui sont rentrés au pôle. Donc c'était Ryan, Martel, Thomas Martel et Joachim, mais il y avait aussi celui qui allait à Esgosier. C'était l'année d'avant. Solitude. Voilà, Solitude. Voilà, Solitude qui était chez nous et que nous avons préparé pour l'entrée au pôle. Donc on a aussi eu Denis Cordinel qui était au CFA l'année dernière et qui est actuellement à l'essai dans un club professionnel de Bahia au Brésil, puisqu'il avait été remarqué lors de la compétition CONCACAF au Guatemala avec la sélection U17. Donc nous, effectivement, on essaie vraiment d'aider déjà ceux qui le veulent, ceux qui en ont la disponibilité, vraiment l'envie, avec des fois des entraînements supplémentaires, des soutiens supplémentaires pour qu'ils puissent progresser un peu plus rapidement. Dans notre programmation d'entraînement aussi, c'est vrai qu'on a des catégories, par exemple, où sur la catégorie U9, nous sommes à 3 séances. Là, il y a beaucoup de clubs qui sont peut-être à 1 voire 2 séances. Mais tout ça est facilité aussi par le fait que nous avons la maîtrise de notre terrain, parce qu'on a un terrain mis à disposition par la mairie. Donc, on a la possibilité de le faire. Et il faut aussi, au-delà du jeune que l'on veut accompagner, que le parent puisse suivre. Parce que si le parent n'est pas disponible, si le parent... Et c'est le cas justement du jeune Solitude, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec sa mère. Et je sais qu'elle s'est beaucoup investie pour son fils. Voilà, les parents de Solitude, eux, il a cette chance d'avoir des parents qui l'ont toujours suivi et accompagné. Il est où actuellement, Solitude? Il est où actuellement? L'année dernière, il était à Esgosier. Il me semble, oui, toujours à Esgosier. Mais voilà, c'est vrai que tous les enfants n'ont pas cette possibilité non plus d'avoir des parents qui donnent cette importance au foot et qui peuvent accompagner. Donc, pour nous aussi, c'est beaucoup plus facile en tant qu'éducateur, quand il y a un parent qui suit derrière, de pouvoir faire le travail que nous avons à faire. Ryan, le CREPS ou le pôle, qu'est-ce que ça t'a procuré, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Une autre vie, une autre aventure, d'être de voir sa famille que le week-end, d'être dans une structure avec école, études, entraînement. Et franchement, c'est une bonne expérience quand j'ai vu comment aussi d'être loin de sa famille et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Alors, être loin de la famille, disons que c'était... Bon, est-ce que c'était contraignant pour toi? Contraignant de voir que tu ne vois pas... Bon, que tu vois, pendant une semaine, tu ne vois pas papa et maman, tu ne vois pas tes frères et sœurs, tu es avec les autres camarades au pôle. Est-ce que c'était contraignant? Est-ce que c'était difficile pour toi? Au début, quand tu n'as pas l'habitude, oui. C'est assez difficile. Mais au fil du temps, je me suis habitué et ça a été normal pour moi après. Oui, c'est presque aussi... Oui, Jean-Baptiste. Donc, ce que je veux dire, si maintenant, si demain, on t'appelle pour venir là-bas, donc cette difficulté-là, tu sauras bien la gérer, en fait. Oui, bien sûr. Tu es déjà prêt pour ça. Bien sûr, oui. Oui. Et avec les copains au pôle, ça se passait comment? Ça se passait bien, il y avait une bonne ambiance. On est très, très soudés entre nous. Ça s'est bien passé pendant les 2 ans que j'ai fait là-bas. Et c'était une bonne expérience. Et tu ne t'es pas dit à un moment donné, parce que toi, tu as toujours voulu jouer au foot, tu ne t'es pas dit à un moment donné, mais bon, après le pôle, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que tu as cherché, avec tes parents évidemment, et évidemment le pôle, d'aller un petit peu plus loin? Oui, c'est toujours dans ma tête. C'est un rêve, mais comme le travail, je sais que le travail est dur, donc pour l'instant je ne lâche pas. J'essaye encore de chercher pour arriver à mes rêves, mais sans lâcher, je travaille
très dur pour avoir la possibilité alors, de viser plus haut. Tu te dis en toi-même que si finalement, après le Krebs, tu n'as pas eu cette chance d'aller plus loin, c'est parce qu'il te manquait quelque chose. Parce que les éducateurs qui sont là, ce sont des observateurs tout de même. Je pense à Pierre Feltro ou encore Mario Seymour. Peut-être qu'ils se sont dit, tu n'es peut-être pas suffisamment apte à pouvoir aller plus loin. C'est ça? Oui, peut-être. Est-ce que ça t'a donné la force de travailler, de faire un travail supplémentaire? Oui, bien sûr. Toujours pour viser l'excellence et pour être encore le plus haut niveau, pour atteindre le meilleur niveau que je pourrais atteindre. Mike, toi, tu n'as pas fait le pôle. D'accord. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de continuer à travailler, de travailler dans ton club. C'est intéressant ce qu'ils disent. Ces jeunes, hein, bon, vous êtes des éducateurs, messieurs, ben vous voyez comment ça se passe. Hein. Je prends le cas par exemple de Ryan. Bon, lui, il est passé par le pôle, ne pas être retenu, il n'a peut-être même pas eu la chance d'aller, de rentrer dans un centre de formation, peut-être pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'il n'avait pas la possibilité. Après, sur la génération de Ryan, ça a été très compliqué parce que les 2 années de pôle, c'était les 2 années de Covid. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait aussi cette difficulté-là et le pôle a dû faire avec aussi. Et je pense que ça a aussi beaucoup pénalisé certains d'entre eux dans leur progression. Mais il a quand même été gardé après la première année. Il a fait la 2e année. Nous avons pu l'accompagner sur une première expérience au club du Paris FC, où il a pu voir, jauger, voir qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il devait faire comme travail supplémentaire. Mais on voit que depuis cette saison où il est dans la préparation avec les seniors depuis le mois de juillet, où vraiment là, il a mis les bouchées doubles et là, c'est un joueur qui a vraiment progressé. Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir se faire remarquer. On va encore l'accompagner pour essayer de lui donner une autre chance de montrer, mais c'est un gamin avec un gros potentiel et on espère qu'il l'aura parce que bon, on sait, hein, le facteur chance est aussi est très important. Et donc on croisait les doigts pour qu'il ait cette opportunité encore une fois. Voilà, merci en tout cas d'avoir été dans cette émission. Le mot de la fin très rapidement avec toi, Sébastien. Oui, en fait, pour revenir sur ta question, je pense qu'au-delà de structurer le gamin et de l'accompagner vers les structures fédérales, pour lui donner le plus de chances possible, en tout cas pour l'emmener vers le haut niveau, la famille, l'accompagnement familial est primordial. Et sans un cadre familial, en fait, c'est un projet. Le projet du gamin devient le projet des parents. Et donc, à partir de là, dès que les deux sont connectés, ça lui donne plus de chances de pouvoir aller plus loin. Bien. Ton rêve, vas-y rapidement, Ryan. D'atteindre le plus haut niveau football. D'atteindre le plus haut niveau. Et toi, Mike? Moi, je veux essayer de jouer professionnel. Oui. D'accord. Il y a du boulot. Oui, d'accord. Alors, le mot de la fin pour toi, Gilles? Moi, tout ce que je dirais, c'est que l'on puisse nous continuer avec les meilleurs moyens possibles à permettre aux jeunes goubériens de la région sud-Bastère de pouvoir s'épanouir dans un cadre et dans un club qui pourra leur permettre de grandir en tant qu'homme et en tant que sportif. Voilà. Bon, quant à nous, Jean-Baptiste, on va se retrouver ce soir, enfin en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a le match de la Juventus, match pour la 6e journée entre la Juventus et l'Étoile, ce sera à Sainte-Anne. Match que nous allons donc commenter, mais sur le Facebook. Donc alors, à nos amis téléspectateurs, bon, restez fidèles, justement, déjà à cette émission, savoir c'est le foot. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission et une nouvelle thématique également. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir.